Bonjour, il est maintenant 14h30, c'est donc l'heure de débuter le dernier rendez-vous expert de l'année 2016 et j'en profite pour vous remercier de suivre avec autant d'assiduité ces rendez-vous que nous tentons de maintenir mensuels. Et nous tenions à terminer cette année sur une note festive puisque le rendez-vous d'aujourd'hui porte sur un type de bâtiment bien particulier, les salles polyvalentes. Nos experts vont donc partager avec vous leur expérience et surtout ils vont attirer votre attention sur les deux clés du succès de la conception de ce style de salle, la priorité d'usage et l'intégration dès le départ dans le projet de la dimension acoustique. Donc je vous présente nos deux experts du jour tout de suite. Sonia Ocello, mon voisin, vous êtes à la fois architecte et pianiste. Vous êtes auteur du rapport Complexité de l'architecture contemporaine et procédés de construction dans les salles de spectacle et également de l'ouvrage Concevoir et construire une salle polyvalente. Et vous êtes aujourd'hui accompagné de Sébastien Jouan, spécialiste de la conception acoustique et également connu pour son travail dans les systèmes d'oralisation 3D. Peut-être que vous en parlerez un petit peu plus précisément tout à l'heure pour nous expliquer rapidement ce que c'est. Donc merci à vous d'avoir bravé la circulation alternée et ou la grève RERB. Je pense que c'est plutôt le RERB. Un dernier mot avant de vous laisser la parole. Je rappelle aux internautes que cette session est interactive. Alors donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Vous avez un petit bloc sur la droite de votre écran qui porte le libellé de questions. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Nos experts y répondront à la fin de cette session. Je crois que tout est dit. Les derniers participants sont en train de se connecter. Donc je vais maintenant laisser la parole aux experts. C'est à vous. Bonjour, Sonia Ocello, mon voisin. La première chose que je porte à votre connaissance, c'est l'objectif principal de cet ouvrage, qui est vraiment de réévaluer positivement la notion de polyvalence, qui en France est jusqu'à aujourd'hui, j'espère que ça sera un tabou du passé, était jusqu'aujourd'hui négative. En réalité, à travers cet ouvrage, on voit bien qu'on peut maîtriser la polyvalence en partant d'un postulat essentiel, c'est le rapport entre un projet architectural unique et des sources sonores multiples. Concevoir une salle polyvalente ou un espace polyvalent multi-usage, ça veut dire créer des sons, utiliser aussi des voix, des sons naturels, des sons acoustiquement variés, des nouvelles conceptions. Il faut alors préciser les limites raisonnables dans l'usage. Donc la priorité d'usage, on le verra tout au long de cette présentation, mais elle est surtout très présente tout au long de l'ouvrage, dans les différents chapitres. Préciser les limites raisonnables dans l'usage, identifier une priorité de l'usage, et donc les méthodes et les outils de travail de la phase programmation jusqu'à la conception de l'ouvrage, et on verra que même après la conception de l'ouvrage, afin que la réalisation d'un ouvrage de ce type soit une réussite et pas un échec. La présentation s'organisera en 4 temps, 2 thèmes principaux. J'ai utilisé les mots du musicien qui me semblent très adaptés. On aura donc une introduction et des conclusions avec des retours d'expérience qui permettront aussi de identifier, extraire plutôt des alertes et préconisations que vous trouverez tout au long de l'ouvrage avec une petite icône à chaque sous-chapitre. Il y en a vraiment très nombreux. La partie 1, donc les thèmes 1 sera la programmation et les usages en amont, chose très importante pour la réussite d'une salle ou d'un complexe polyvalent, et la partie 2 qui sera portée par Sébastien Jouan à mes côtés sur les considérations acoustiques. Bien évidemment, en introduction, on ne pouvait pas ne pas attirer l'attention sur la notion d'attractivité. Une salle polyvalente a des enjeux politiques et culturels très importants. Il s'agit d'un lieu générateur d'énergie. C'est un lieu qui peut aussi qui doit être au cœur des activités culturelles et sociales qui sont proposées par une collectivité, une intercommunalité, au niveau plus large, au niveau territorial.
Donc, elle se doit d'être une salle attractive. Sébastien a apporté de son expérience anglo-saxonne la notion d'utilisation du mot venu d'origine française pour les complexes culturels, qui justement fait comprendre qu'on y vient. On y vient pour simplement pas simplement pour faire des activités, des concerts, on y vient pour se rencontrer, on y vient éventuellement aussi pour travailler. Là, vous avez 3 extraits de photos de projets qui sont dans l'ouvrage. Il s'agit à droite de la salle polyvalente, centre polyvalent à Chaville de la rue Pranger, à gauche du centre de l'espace culturel pour les patronats laïcs à Paris 15 du cabinet Laps, et en bas, c'est les centres d'art multimédia de Badia Berger à Cergy-Pontoise. Une attractivité qui est due aussi par l'innovation. Et là, ça sera Sébastien qui vous parlera après plus en détail sur la partie acoustique, utilisation justement des techniques d'immersion. Une autre façon de voir la salle polyvalente, qui est pas simplement une salle des quartiers, une salle des fêtes. C'est un espace où il y a des intégrations acoustiques et des systèmes audio-vidéo qui peuvent être mis à point selon l'usage de la salle, des spectacles utilisant des nouveaux médias, c'est des salles qui sont utilisées aujourd'hui pour les musiques actuelles. On a donc des exemples modernes. La photo en bas, c'est un des projets analysés dans l'ouvrage, les centres de congrès d'agents du cabinet Cardet et Huet de Toulouse. Une attractivité très importante aussi pour les communautés locales, notamment pour la jeunesse. C'est un lieu où intergénérationnel finalement, où surtout la jeunesse se rencontre pour exprimer. Les nouvelles générations se retrouvent, partagent, et les locaux, que ce soit la salle ou les espaces de circulation, participent et sont utilisés au gré des activités qui s'y déroulent et des échanges qui peuvent y être faits. Donc c'est vraiment un lieu de rencontre et d'expression très important. Il y a tout un chapitre sur l'ouvrage qui parle bien évidemment des acteurs du projet et des partenaires institutionnels. Les donneurs d'ordre sont les maîtres d'œuvre, publics ou privés, et en parallèle, c'est absolument indispensable qu'elle fasse accompagner par une assistance en maîtrise d'ouvrage programmiste et de préférence d'un acousticien conseil. Il est important comprendre les acteurs qui sont indispensables parfois en amont du projet, afin que justement des spécialistes comme Sébastien, acousticiens qui se retrouvent en phase concours ou après en phase réalisation, n'est pas à retravailler sur des programmes mal conçus et donc des idées de programmation qui ne marchent pas, qui ne collent pas avec les objectifs acoustiques. C'est pour ça qu'en phase amont, c'est très important de se poser les bonnes questions. Les études préopérationnelles nous permettent de définir cette priorité d'usage qui est vraiment fondamentale. Quel usage pour quel public? Parce que là aussi, on rentre dans la notion des flux qui est très important dès la phase amont jusqu'à l'exécution. Quels besoins, bien évidemment? Il y a des besoins qui sont exprimés par les usagers, les utilisateurs et des contraintes de la maîtrise d'œuvre. Il y a des besoins qui sont supposés. Et donc, en assistance à maîtrise d'ouvrage, on est là pour identifier tout ça et donc créer un programme qui soit un programme correct et de qualité, une bonne base pour les autres spécialistes qui vont, les collègues architectes par exemple, qui vont se retrouver avec un programme bien construit, ne peuvent qu'être aidés dans la phase de conception, après la phase de concours bien évidemment. Et ce qui permettra donc d'y arriver jusqu'à la fin avec les BET et tous les partenaires techniques bien évidemment, à la mise en service de la salle
qui en fait, pour les études préopérationnelles, c'est la fin, mais pour la vie d'une salle, c'est le début. Donc, on construit la salle et là, ça commence. Donc, il ne faut pas négliger aussi au niveau du maître d'œuvre les budgets financiers. Il ne faut pas négliger que qui dit polyvalence, qui dit salle à espace multi-activité, doit forcément, à la limite, immobiliser une certaine budget financier parce que à la fin de la construction, la vie de cette salle commence et c'est là que justement il faudra avoir prévu aussi tout ce qui est nécessaire pour l'entretien et la maintenance du futur équipement. Surtout s'il s'agit donc d'une salle polyvalente acoustique variable. Donc laisser le temps d'une période d'essai, d'adaptation et avoir prévu suffisamment en amont pour qu'il n'y ait pas des corrections architecturales et acoustiques qui parfois s'avèrent coûteuses, voire impossibles, et donc mettent en péril finalement le fonctionnement et donc le succès d'un tel projet. On passe à la thématique 1, programmation études en amont, la définition des objectifs. Donc bien évidemment, toujours en ayant en tête l'idée de la priorité d'usage, des salles des usages compatibles ou identifier des usages compatibles et des usages qui ne le sont pas. Bien clairement, c'est marqué dans l'ouvrage, tout pôle sportif n'est pas intégré là-dedans, par exemple, toute activité sportive. On a à tenir compte d'un contexte qui nous est donné par les maîtres d'ouvrage, un contexte politique, architectural et urbain, à pas négliger non plus parce que le foncier ou l'existence, ça dépend des projets, contribue à la formulation du programme. Et il se peut qu'une modification du PLU soit nécessaire afin de pouvoir concrétiser les objectifs du maître d'ouvrage. Bien évidemment, l'assistant maîtrise d'ouvrage se focalisera sur les activités d'usage et les activités fonctionnelles, et sur les flux. Ce sont deux éléments qui sont la base fondamentale pour la création d'un bon programme. Et on identifie substantiellement 3 flux: personnel, usager, logistique. Le dernier n'est pas négligé dans une salle de ce type. On travaille sur la définition des objectifs en concertation étroite avec les usagers et les utilisateurs. C'est à partir de là qu'on identifie plusieurs éléments comme fondamental, la forme et les volumes d'une salle, qui bien évidemment va avoir des conséquences sur la réussite, notamment la réussite architecturale. On a travaillé là-dessus pour l'ouvrage avec des super contributions des personnes, des professionnels très avisés qui nous ont donné donc des conseils et des avis, comme le directeur, le président de l'orchestre de Lille, Monsieur Casadessus, ou les directeurs artistiques du Conservatoire de musique à Paris, Monsieur Pernot, ou la violiniste cachot de la région de l'Orchestre national de la région de France, Monsieur Haïch, directeur musical de l'Orchestre lauréat, pour vous donner quelques exemples. Donc on a vu effectivement que c'est important de prendre en compte les besoins, parce que si l'on compare d'une salle sans priorité d'usage, d'une salle avec une priorité d'usage très spécifique, par exemple la musique de chambre solo, et une salle encore plus importante comme une salle à priorité pour musique symphonique, la forme et le volume vont complètement changer, les matériaux à choisir seront complètement différents, l'acoustique donc va travailler là-dessus, Sébastien vous en parlera tout à l'heure. Donc il y a toute une série, là j'ai pris juste forme et volume, mais il y a toute une série de paramètres à prendre en compte depuis la phase programmation. C'est la même chose pour les utilisateurs, on adapte des tableaux, on les crée, on fait en sorte de travailler sur la priorité justement, donc les activités qui sont prioritaires dans l'année, avec une sorte de étude adaptée sur les utilisations, par quel type d'utilisateur, avec quel souhait et donc éventuellement quel équipement particulier. Tout ça se concrétise par des graphiques qui nous permettent d'identifier l'objectif primaire. Là par exemple j'ai pris la maison de la vie associative à Saint-Ouen, où on comprend
bien que dès l'analyse des questionnaires et toute l'analyse des besoins qu'on avait fait en amont, sort la priorité d'espace d'échange, mutualisation, de convivialité. Et c'est ça qui finalement aujourd'hui construite et active cette salle, elle est devenue. On évalue les besoins bien évidemment aussi du point de vue quantitatif. On se doit de donner des outils de décision au maître d'ouvrage. Et donc là, je fais juste un exemple, mais on travaille sur plusieurs étapes déjà, de l'analyse de l'existant aux besoins théoriques. Et on présente des scénarios différents, parfois aussi du point de vue quantitatif et bien évidemment associé à un budget tout dépenses confondues, où on essaye de convaincre, de justifier surtout notre travail auprès de la maîtrise d'ouvrage. Donc on donne des outils qui permettent, par exemple c'était le cas, de enlever complètement dans ce scénario 2 la salle de fête qui n'avait pas lieu d'exister dans un centre où la priorité d'usage était bien plus importante, un forum de congrès et où la salle de fête trouvait sa place ailleurs. Donc on est vraiment dans un contexte de conseil avisé. Les principes, les objectifs passent par des analyses et des propositions de principes de dimensionnement organisation fonctionnelle qui tiennent compte bien évidemment de toutes les études précédentes sur les besoins, sur les fonciers, l'analyse de l'existant. On travaille donc sur des unités fonctionnelles, donc un ensemble de locaux, de façon que en phase concours et après pour la réalisation, les travaux des collègues archi soient en quelque sorte préparés dans la compréhension du fonctionnement de l'organisation de cet établissement, avec identification des accès principaux, accès autonomes, nécessité de contiguïté, nécessité de proximité, éventuellement nécessité de sûreté ou sécurité du site, liaison visuelle, etc. Et on a nécessité, là aussi très important comme concept, la mutualisation. Qu'il s'agisse d'une salle polyvalente de petite taille, mais surtout pour des salles polyvalentes plus complexes, la mutualisation c'est une notion indispensable parce que permet dans le temps et dans l'espace de créer un seul projet, conceptuellement un seul projet. Là, c'était le cas d'un espace socioculturel qui était en deux tranches, où effectivement, il fallait bien mettre en évidence la nécessité de créer une liaison visuelle entre les différentes tranches, dont la dernière était justement la salle de spectacle, avec la création d'une bretelle routière pour l'entrée et la sortie de la livraison. Les salles sont identifiées selon deux typologies dans l'ouvrage parce que on peut pas déjà le principe de polyvalence nous permet pas de pouvoir tout faire de la même sorte. C'est des projets toujours différents, qu'il s'agit en zone rurale, en zone urbaine ou en zone périurbaine. Et donc on a partagé on a utilisé le concept des salles polyvalentes simples où on peut à peu près définir les locaux clés, l'espace évolutif polyvalent avec une scène fixe, bien évidemment des locaux annexes et complémentaires, et souvent un office pour la création justement des repas, donc ce qui fait la polyvalence des salles simples, et des locaux annexes comme vestiaires, loges et sanitaires. Là où on a une salle polyvalente complexe ou encore plus un espace polyvalent complexe, bien évidemment la priorité d'usage prime, mais peut-être sur un ensemble des salles. C'est-à-dire que il faut bien traiter en amont ces concepts de priorité d'usage pour éventuellement orienter la maîtrise d'ouvrage vers la création d'un espace architectural, un volume unique, mais avec des volume dans le volume, donc des salles avec des priorités d'usage compatibles. Et là, bien évidemment, Sébastien vous en parlera tout à l'heure, il y a aussi toute une problématique technique, structurelle, technique à tenir en compte pour venir à la rencontre de la réussite acoustique. Et du point de vue programmation, c'est plus compliqué. Vous trouverez une fiche, la fiche 2.2
deux dans l'ouvrage où effectivement on donne des exemples des salles complexes. C'est à page 54 de l'ouvrage où on parle plus des unités fonctionnelles tout simplement, mais on a des sous-unités fonctionnelles et on a différentes salles d'usage spécifique avec locaux mutualisés. C'est un exemple des schémas de fonctionnement où on voit bien que les choses sont bien différentes qu'une salle de polyvalente simple. Je parlais justement d'espaces polyvalents complexes. Là, j'ai pris deux extraits de l'ouvrage, deux exemples qui sont les centres de congrès à Agen de l'atelier Cardet EE, où il y a différentes salles, dont un amphithéâtre que vous voyez en proue du bâtiment, qui est totalement indépendant d'une autre salle, mais qui peut, avec des ajustements très très simples qui sont calculés en amont, peut en fait faire une seule salle, une unique seule salle à gradins, avec l'espace d'accueil multifonctionnel à l'entrée pour une salle de 2000 places à l'occasion d'événements très importants. Et c'est cet espace, comme le disent les maîtres d'œuvre eux-mêmes, il se transforme au gré des événements, au gré des fonctionnalités du projet. Ce qui, bien évidemment, met en exergue aussi un point très important des espaces complexes, qui est la gestion et l'organisation. On a deux possibilités fondamentalement. Vous trouvez tout un sous-chapitre dédié à ça dans l'ouvrage. Parfois, elle est en interne quand c'est simple. Parfois, elle est transférée à un prestataire extérieur, par exemple sous forme de délégation de services publics. En tout cas, il faut absolument y penser à la gouvernance d'un projet. Et l'effet d'avoir joué là-dessus sur des divisions, des possibilités de répartition des espaces du point de vue architectural a bien sûr facilité cette gestion d'activités en simultané avec une gestion mutualisée. L'autre exemple, c'est les complexes Les Quinconces au Mans de Babin-Reynaud, où là aussi on a plusieurs salles qui vont de l'exposition aux salles des cinématographiques, et là on a choisi justement donc de donner des limites aux usages non compatibles. Donc les usages non compatibles ont été utilisés de façon indépendante et structurellement et dans le fonctionnement. Et c'est quand même deux projets qui sont bien intégrés dans le contexte urbain, notamment les Quinconces, il est en contrebas d'une église qui est l'église Saint-Julien, et on le voit des photos qu'on a là, j'ai une extrême et qu'on a dans le livre. C'est représente en lui-même un projet urbain. Donc, c'est pas simplement un espace polyvalent, mais un projet qui invite, comme on disait tout au début, à venir, à se rencontrer. C'est un lieu qui est très ancré dans le contexte urbain. On fait un programme, il y a un projet. Ce qui intéresse la maîtrise d'ouvrage et nous aussi en tant qu'assistant maîtrise d'ouvrage, parce que c'est l'objet de notre travail finalement, c'est l'adéquation programme-projet. Là, je vous ai pris un exemple qui est vraiment très très formatif et très éclatant. Une étude de faisabilité à gauche qui a été faite sur un foncier très très étroit, compliqué, difficile, très peu de lumière, un gabarit bien précis. Donc, une étude de faisabilité qui n'a pas forcément été portée à connaissance des concurrents dans le DCC, mais qu'on a fait comme outil de travail et des décisions pour la maîtrise d'ouvrage. Et ben là, à droite, vous avez la photo de ce qu'est aujourd'hui les complexes, la salle, la maison de la vie associative de Saint-Ouen, projet gagné par l'Araki Branger et qui vraiment a su en phase concours et par la suite répondre correctement au programme. Et donc on revient au premier
concept, programme correct et de qualité, forcément il y a un retour en phase d'exécution déjà depuis le concours qui correspond aux besoins, qui correspond aux objectifs programmatiques de la maîtrise d'ouvrage. Là, vous avez en plan les schémas de fonctionnement du scénario retenu et à droite, c'est l'exposé en 3 dimensions, donc des différents étages avec les unités fonctionnelles proposées par programme du projet du cabinet Laraki Branger. Et je passe la parole à Sébastien Jouan pour les thèmes de considération acoustique. Bonjour à tous, Sébastien Jouan de Theater Projects. Je dois avouer que ça fait un peu bizarre de ne pas avoir une audience devant moi, d'avoir une audience virtuelle, donc je peux vous imaginer derrière vos écrans. Alors pourquoi l'acoustique dans une salle polyvalente est aussi importante? Déjà, on parle sur une salle polyvalente, on parle de volume. Le volume est très important. Si on fait une comparaison avec la conception d'un espace de bureau, on est plutôt sur une conception qui est planaire, on va dire. Dans le sens qu'on peut définir la quantité de mètres carrés de bureau qu'on a besoin et un étage est un étage. Sur une salle polyvalente, suivant l'utilisation de la salle ou des salles qu'on peut avoir, on va avoir des volumes qui vont être différents en fonction de l'utilisation. Donc c'est une première chose. Dans un deuxième temps, l'importance de l'acoustique est également sur deux aspects, c'est l'aspect bruit, donc le choix du site. Un site où il y a beaucoup d'espaces, par exemple, qui sont proches d'infrastructures bruyantes ou émettrices de vibrations, qui nécessitent par la suite un isolement spécifique pour le bâtiment, pour pouvoir justement ne pas avoir de passage de bruit ou de vibration à l'intérieur. Donc le choix du site, et puis également, suivant le programme architectural et ce qu'on va avoir à l'intérieur, donc c'est ce qu'on appelle le management des espaces. C'est comment on sépare les espaces de façon à ne pas avoir de problème d'acoustique du bâtiment, d'isolement. J'ai passé la quasi-totalité de ma carrière jusqu'à présent en Grande-Bretagne et on entend souvent en anglais un mot qui est acoustics is a black art. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est pas vrai d'ailleurs. En gros, on peut dire que l'acoustique c'est une science qui est un peu dans une zone d'ombre entre l'art, la science et l'ingénierie. Alors c'était peut-être vrai dans le temps parce qu'on n'avait pas les outils et la connaissance nécessaires, mais en 2016, bientôt 2017, on est quand même dans une position où l'acoustique est quelque chose de beaucoup plus précis et on est capable de dès le départ, quand on a un programme précis architectural sur l'utilisation des diverses salles, d'émettre des critères très précis qu'on est capable de calculer, de modéliser ou même d'oraliser, donc j'en parlerai un petit peu à la fin, l'oralisation étant l'équivalent sonore de la visualisation d'un architecte. Donc, autre chose, je voulais, pour faire référence à l'entreprise que je représente, Theater Project, j'aurais pu avoir mes collègues scénographes avec nous qui sont dans la conception d'une salle polyvalente tout aussi important, si ce n'est plus, où on va dire que l'architecte, le scénographe et l'acousticien forment un triangle qui est très important dès le départ, dès la conception, dès l'embryon du projet. Mais c'est un autre sujet, on va se concentrer sur l'acoustique aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, l'acoustique des salles et la définition du temps de réverbération en fonction de l'utilisation de la salle est très importante. Qu'est-ce qu'on va faire dans cette salle? Alors, combien de fois j'ai pu voir une conversation embryonnaire avec un client potentiel qui, en gros, veut tout. On veut tout faire, on veut faire de la musique amplifiée, de l'opéra, du symphonique, et j'irai pas plus loin, mais des fois ou du cinéma. Et le problème, c'est que un bâtiment travaille à des possibilités d'acoustique qui sont limitées en fonction de son volume et en fonction de la variabilité de l'acoustique qu'on peut y amener. Donc une conversation dès le départ
pour établir le programme est très importante pour que ça soit clair, que ça soit approprié, que ça soit réalisable. Donc c'est pour ça que j'ai mis ce tableau qui explique à peu près les variations du temps de réverbération. Donc on parle bien de l'acoustique des salles ici. Et c'est déjà une première étape dans l'établissement des critères, des paramètres que l'on va avoir pour cette salle. Donc une fois qu'on a établi ce temps de réverbération, ça veut dire quoi? Ça veut dire que suivant le temps de réverbération, on va avoir un volume qui va être différent. Par exemple, pour un théâtre non amplifié, on va limiter le volume par siège à peu près à 5, ce qui va nous permettre d'atteindre un temps de réverbération aux environs d'une seconde. Une seconde, 0,9, une seconde étant appropriée pour avoir une bonne intelligibilité de la parole et de façon à ce que la parole ne soit pas complètement dissoute dans la réverbération, si vous voyez ce que je veux dire. Quand on arrive ensuite à des espaces qui vont avoir de la musique amplifiée, on ne veut pas non plus de réverbération. Il faut qu'on limite cette réverbération. Mais en général, on a affaire à des espaces qui sont beaucoup plus grands, beaucoup moins contenus qu'un théâtre. Donc, il est beaucoup plus difficile de contrôler le temps de réverbération à une seconde. Mais bon, une seconde reste appropriée, mais on peut avoir jusqu'à 1,2 secondes à peu près. Ensuite, par contre, si on va à l'opéra, là, on commence à augmenter le temps de réverbération. Pourquoi? Parce que on a besoin que la parole de la diva sur scène soit intelligible, quand on parle bien italien, mais n'est-ce pas Sonia? Mais en même temps, il faut que l'espace nous donne une perception de la musique qui soit agréable, et donc il faut qu'il y ait une certaine réverbération. Donc pour un opéra, un temps de réverbération aux environs d'1,5, on va dire, 1,4, 1,6. Après, ça dépend du répertoire aussi. Hein, ça dépend si on fait du Mozart ou du Wagner, etc. Mais voilà à peu près la fourchette de réverbération qu'on a pour ce genre de musique. Alors également pour la musique de chambre, qui correspond à des petits ensembles, jusqu'à 25 à peu près, et 1,6 est approprié. Et puis ensuite vient le mastodonte acoustique pour la musique philharmonique, où on a... Ah, je parle pas assez fort, pardon. Donc là, on est aux environs de 9 à 10 mètres cubes par siège, et donc ça nous permet d'atteindre des temps de réverbération aux environs de 1,8 à 2 secondes, voire plus, hein, suivant les acousticiens. On peut monter plus haut, 2,1, 2,2, voire plus. Mais c'est à définir dès le départ. Voilà, je vous ai mis un volume minimum de l'auditorium avec une jauge fictive à 1200 places qui vous donne déjà une idée de la vélométrie. Donc, quand je vous faisais le parallèle avec un bâtiment de bureau, on ne parle pas dans une salle à usage culturel. On ne commence pas en faisant, voilà, on a besoin de tant de mètres carrés. Non, c'est plus difficile que ça. On a besoin de tel volume. Il faut qu'on conçoit le bâtiment en 3 dimensions dès le départ. Donc pour rester sur l'acoustique des salles, ensuite vous avez vu qu'une salle polyvalente justement, suivant qu'on veut faire de l'opéra ou du philharmonique, ou de l'opéra et de la musique amplifiée, va avoir besoin d'une réverbération différente. Donc la première chose, c'est qu'on a affaire à une salle qui est fixe d'un point de vue architectural, mais qu'on fait varier l'acoustique en diminuant la réverbération par l'introduction d'éléments mobiles qui vont absorber le son. Donc là, vous avez un exemple de la salle à Gateshead, à côté de de Newcastle, en Grande-Bretagne, qui est un bâtiment qui a été conçu par Norman Foster. Et là, on peut voir donc la salle de 1800 places avec des rideaux, donc des rideaux de théâtre qui permettent, une fois déployés, de descendre le temps de réverbération aux environs d'1,4, 1,3, qui permettent donc l'utilisation en mode amplifié, c'est-à-dire jazz ou voire conférence. Une autre façon de varier l'acoustique, au lieu d'absorber le son et de réduire la réverbération, c'est de l'accroître avec un système électronique. Il y a plusieurs systèmes qui sont disponibles. Un qui est assez connu et fabriqué en France par le CSTB, c'est le système Carmen.
Et ce système, en fait, est un système qui permet à l'aide de micros et de haut-parleurs dissimulés dans les murs et les plafonds, de façon très discrète, d'accroître le temps de réverbération de façon assez naturelle, donc sans que on ait aucun élément mobile ou amovible qui vienne changer l'aspect de la salle. Donc, changer l'aspect de la salle, c'est quand même quelque chose de très important pour un architecte. J'ai été confronté à ce problème maintes fois. Quand on a des mètres carrés et des mètres carrés de rideaux qui sont déployés, c'est pas toujours évident. Donc, une solution électronique, des fois, est assez simple, tout du moins d'un point de vue architectural. Un autre moyen qui est plus compliqué et plus coûteux, c'est de varier le volume lui-même. Il y a de nombreux exemples de salles qui ont d'une part un plafond acoustique, enfin un plafond amovible qui vient réduire le volume ou l'accroître au contraire. Et donc ce volume étant augmenté tout en ayant la même quantité de sièges permet donc d'augmenter le volume par siège et de varier l'acoustique. Une autre façon également, c'est de, par exemple, pour un usage philharmonique, on augmente le volume de la salle, mais on installe également une conque acoustique, une conque d'orchestre, qui permet de clore le volume de l'auditorium, d'en former qu'un seul, donc dans une configuration plus proche d'une salle de concert à usage unique, et également de clore l'espace de la tour de scène, qui est en général absorbante. Quand on conçoit une salle de ce type, la cage de scène est traitée avec beaucoup de mètres carrés d'absorption. Et donc il faut faire en sorte que le son soit conservé et projeté vers la salle pour donner la clarté de son. Voilà. Et enfin, une autre technique, c'est d'avoir ce qu'on appelle des chambres de réverbération, comme par exemple la salle de Lucerne de Jean Nouvel, où à l'aide de portes, on ouvre ces portes et on a accès derrière à un espace qui est libre, donc qui est là pour la réverbération et qui permet donc d'accroître le temps de réverbération à des niveaux appropriés. C'est assez approprié par exemple pour l'utilisation d'un orgue, comme vous pouvez le voir, qui nécessite souvent des temps de réverbération beaucoup plus élevés pour se rapprocher de l'acoustique d'une église par exemple. Voilà, donc ça c'est toutes les variations de l'acoustique de la salle, et comme vous pouvez le constater, suivant l'utilisation, on va avoir des grandes variations de volume qui vont être très importantes à considérer dès le départ. D'une part pour pouvoir constater que le site qui a été choisi est susceptible de pouvoir accommoder tous les espaces qu'on a en tête, et puis ça a un coût tout ça, bien sûr. Donc, une autre chose pour une salle polyvalente ou un espace culturel polyvalent, c'est qu'on a souvent plusieurs salles. Donc, qui dit plusieurs salles, dit organisation interne du complexe. Comment on va organiser le bâtiment pour qu'il soit approprié pour recevoir d'une part le public. Sonia parlait tout à l'heure de l'utilisation anglaise du mot venue, qui est un mot d'origine française, qu'on devrait réutiliser en France d'ailleurs. Venue, c'est un endroit où l'on va, où on vient. C'est un endroit où on reçoit le public. Donc la devanture du complexe est quelque chose de très important. Donc il faut prévoir suffisamment d'espace. Et là, bon, on est moins dans une problématique acoustique que programmatique et architecturale, mais ça fait quand même partie de la conception du bâtiment sur la répartition des espaces, où est-ce qu'on met les salles, où est-ce qu'on met, etc. Parce que ça va avoir une influence, et vous allez le voir par la suite, sur la conception de l'acoustique du bâtiment, sur l'isolement entre chaque espace. C'est-à-dire qu'une salle classique, par exemple, a besoin d'un niveau très bas de son. Donc il faut que ça soit très silencieux pour qu'on perçoive les moments dramatiques dans une musique, mais en même temps, ça émet des sons très élevés. Donc si on a une salle à côté qui est programmée pour avoir un spectacle en même temps, il faut avoir un niveau d'isolement entre les deux salles très important. Et je vais y venir. Ensuite, on a le cœur du complexe, donc c'est l'auditorium, la salle de concert. Donc c'est une enveloppe en soi à l'intérieur de l'enveloppe du bâtiment, du complexe, et il faut donc, comme je vous le disais tout de suite, définir son volume et l'isolation sonore entre les différentes salles. Je vais y venir. Ensuite, on a tout l'arrière du bâtiment, parce que une salle de spectacle a besoin
d'un backstage, un back of house, comme on dit en anglais, un arrière du bâtiment, très important, où c'est un peu une fourmilière, où on retrouve tous les équipements techniques, tous les gens qui travaillent sur sur tous les aspects scéniques. Et en général, ça nécessite beaucoup d'équipements, des poids lourds, etc., des bureaux, des vestiaires. Enfin, il faut concevoir tout ça et installer. Donc, vous pouvez le voir sur ces deux exemples. C'est l'Opéra d'Oslo en bas et le Théâtre Lyrique de Belfast en haut. Que pour des salles qui sont de jauge assez similaires, les besoins en devanture de bâtiment et en arrière de bâtiment pour les espaces techniques sont radicalement différents. Donc ça, c'est une implication sur le management interne de la conception du bâtiment. Et en général, beaucoup de ces espaces sont sensibles au bruit ou émetteurs de bruit. Donc il faut pouvoir. Donc on arrive maintenant à l'acoustique du bâtiment. L'exemple du milieu, la photo du milieu, vous voyez différents espaces qui sont, d'un point de vue programmatique, doivent pouvoir être utilisables en même temps. On peut pas dire à un client on va faire une salle de concert et on va faire une black box à côté et en disant attention vous n'allez pas pouvoir les utiliser en même temps parce que ça va faire trop de bruit d'un côté et on va l'entendre de l'autre. Donc il y a cette problématique là, il faut que ça soit utilisable en même temps. La deuxième problématique, c'est qu'en général, installer des grandes distances entre les salles, c'est mangeur d'espace. Et qui dit mangeur d'espace dit coût. Donc en général, on essaye d'avoir un bâtiment assez compact, assez homogène, et inévitablement, on se retrouve avec des salles qui sont situées soit dans l'idéal, il vaudrait mieux les mettre côte à côte. Pourquoi? Parce que c'est plus facile d'un point de vue structurel d'avoir un joint acoustique entre deux salles plutôt que l'une sur l'autre qui vont nécessiter l'introduction de ce qu'on appelle des boîtes dans la boîte. Donc les boîtes dans la boîte, c'est quoi? C'est une boîte en béton qui repose sur des ressorts et qui est complètement dissociée du reste du bâtiment et qui permet d'avoir des niveaux d'isolement très élevés et qui permet d'avoir des concerts dans la grande salle par exemple, tout en pouvant avoir une pièce de théâtre moderne dans la salle du dessous, dans la black box. Donc ça c'est pour l'acoustique interne, l'acoustique du bâtiment interne, mais on ne voit pas sur cette photo, mais en général ces complexes sont situés en centre-ville et le centre-ville est malheureusement souvent, enfin pas malheureusement, mais comme vous le savez, proche d'infrastructures de transport. Donc, qui dit infrastructure de transport dit train, dit vibration, dit hélicoptère, dit avion parce que aéroport, etc. Donc, l'isolement acoustique est très important. Qui dit train et boîte dans la boîte et isolement aux vibrations dit également donc installation de ressorts ou de gros blocs de néoprène, comme vous pouvez le voir en dessous. Qui sont mangeurs d'espace d'une part, mais qui sont très demandeurs en structure et donc qui ont un coût assez élevé. Donc anticiper ces problèmes dès le début du projet, de façon à pouvoir, dès la conception du bâtiment, émettre des coûts appropriés, est très important. Dernier point, on va dire, dans les éléments de conception acoustique, c'est qu'un bâtiment de ce type est très demandeur d'équipements techniques, que ce soit équipement scénique, mais équipement de ventilation, et en général, ces petites bêtes-là font beaucoup de bruit. Donc il faut les isoler, il faut les protéger, il faut les mettre assez loin des espaces de réception, des salles, et puis évidemment, comme qui dit installation technique, ça va servir une salle, et qui dit servir une salle dit pénétration dans une cloison par exemple, et donc on va s'amuser à faire des trous dans une. On utilise souvent l'analogie de imaginer un beau seau qu'on va remplir d'eau et on va mettre des petits trous en dessous. Voilà, et toute l'eau va tomber. Donc au point de vue acoustique c'est pareil, donc on remplace l'eau par le bruit. Et les petits trous laissent passer le son. Et donc notre travail, quand on est sur site, à la fin du projet, c'est de vérifier que tous les petits trous justement sont bouchés et que tout a été bien prévu et qu'on n'a pas de problème de son au final. Donc voilà. Ensuite, il y a autre chose, c'est en général, ces salles ont besoin d'un niveau de bruit très bas. Donc on a vu la problématique d'isolement du bâtiment vis-à-vis de l'infrastructure extérieure.
vis-à-vis des autres salles à l'intérieur, mais on a également le niveau de bruit des équipements de ventilation et des équipements scéniques. Donc il faut qu'ils soient conçus de telle façon à ce qu'ils soient très silencieux. Et la photo du haut vous montre par exemple que la plupart des salles de concert ou théâtre, le concept de base est de faire un soufflage par plenum, c'est-à-dire on va remplir un plénum d'air, on va le mettre sous pression, et ce qui permet de ne pas avoir une diffusion de l'air avec une vitesse qui est très faible, donc qui ne recrée pas de problème de bruit aérodynamique, et qui va permettre d'avoir un bruit de fond dans la salle très bas. J'ai vu une quantité assez importante de salles qui n'ont pas eu dès le départ ce concept pris en compte, où on se retrouve à avoir des bouches d'aération au plafond qui vont essayer de pousser très fort l'air jusqu'aux gens, et malheureusement on crée d'une part un inconfort dans le sens qu'on sent les courants d'air, mais également ces courants d'air créent des effets de vortex, donc des problèmes aérodynamiques qui vont créer du bruit qui n'est pas approprié. Voilà, donc d'où l'importance de considérer ces choses-là dès le départ. Ensuite, j'ai voulu mettre également, on veut tout faire, je fais partie de ces gens qui veulent sauver la planète, et c'est quand même important d'essayer de réduire la consommation d'énergie de nos bâtiments. Et il y a quelque chose qui est très à la mode, en Grande-Bretagne en particulier. En France, il y a notre ami Andrew Todd qui a fait il y a quelques mois le théâtre d'Ardelot dans le nord de la France, qui est le premier bâtiment à usage culturel avec une ventilation naturelle. Mais je vous ai donné deux autres exemples de bâtiments culturels en Grande-Bretagne avec l'Everyman Theatre de Liverpool et l'Eden Court d'Inverness. Donc c'est des bâtiments qui sont aérés de façon naturelle, et qui dit aération de façon naturelle dit en gros, on va faire un gros trou dans le seau que je vous parlais tout à l'heure, et on va faire venir de l'air de l'extérieur. Et la seule façon de s'assurer qu'on n'ait pas de bruit de l'extérieur avec de la ventilation naturelle, c'est d'avoir des pièges à son, un passage tortueux, une espèce de labyrinthe qui va rajouter des quantités. Donc vous voyez sur les deuxième et troisième photos en bas à gauche, ces cheminées qui dépassent. Ces cheminées sont là pour une raison acoustique. On dirait un peu les cheminées d'un paquebot, mais en fait, elles abritent les pièges à son qui vont permettre à l'air de circuler sans avoir les bruits de la ville à l'intérieur du bâtiment. Voilà. Donc, j'ai à peu près fait le tour. Je suis conscient que je me suis concentré sur les grands points. J'ai pas beaucoup parlé au niveau des slides, mais je vais en venir aux outils de conception qu'on a. Comme on le disait au début, les acousticiens maintenant sont capables d'émettre des critères dès le départ. On est capable de calculer, on est capable de modéliser, on est capable de réaliser. Donc, on a beaucoup d'outils qui nous permettent de prédire dès la phase APD, par exemple, quelle sera l'acoustique d'une salle en faisant un modèle acoustique en 3D. Qui nous prédit les critères, donc qu'on devra vérifier une fois sur place, bien sûr. Mais ces modèles acoustiques peuvent être également utilisés pour faire ce qu'on appelle de l'oralisation. Donc, qu'est-ce que l'oralisation ? C'est la recréation virtuelle de l'acoustique d'une salle. C'est l'équivalent oral de la visualisation qu'un architecte peut faire pour un client. Voilà, c'est un outil de conception, ça nous permet d'écouter et de comprendre les défauts acoustiques d'une salle et de les rectifier avant que ça soit trop tard. Ça nous permet de communiquer également à nos clients comment va sonner la salle symphonique. Est-ce qu'elle sera plus proche du Musikvereinssaal de Vienne que du Concertgebouw d'Amsterdam? Et c'est un outil de communication, bien évidemment. Voilà, je suis conscient du temps, donc je pense qu'on va s'arrêter maintenant et on va parler des conclusions avec Sonia. Et on fera un petit retour d'expérience également, et ensuite on aura vos questions. Merci. Alors, bien évidemment, on vous invite aussi à lire quand même. On est très réductif par rapport à ce qui est écrit dans les plus de 300 pages que l'ouvrage fait.
On a forcément et avec conscience oublié de parler de beaucoup de choses que vous retrouverez dedans. La signalétique, la notion de signalétique. Vous avez un très beau projet fait en maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage interne, c'est-à-dire que c'est Toulouse Métropole qui a décidé de faire le projet à l'interne. Donc c'est un super projet, la Brique Rouge, où vous avez une signalétique créée par Bakelite, une société de Marseille, je crois. Page 322-23 de l'ouvrage. Vous avez aussi toute une thématique dont on n'a pas parlé, et même si entre moi et Sébastien on en a fait, on a donné quelques pistes, mais on n'en a pas vraiment parlé. C'est les équipements intégrés. Donc tout ça dont justement Sébastien vient de parler, les tuyaux, etc., les pièges à son, voilà, c'est des équipements intégrés qui font partie des réflexions en amont du projet, qui doivent être mis dans le contrat de maîtrise d'œuvre, et ça porte aussi sur d'autres choses comme l'occultation, par exemple, ou la lumière ou autre chose, des équipements intégrés très importants. Et on n'a pas parlé non plus, vous le trouverez dans l'ouvrage également, il ne s'agit pas simplement de créer du nouveau. Des fois, on crée des salles et des équipements polyfonctionnels dans l'existant. Et ça, c'est encore une autre problématique. Vous avez des projets très intéressants dans l'ouvrage, notamment l'auditorium du Nouveau Siècle à Lille, où il y a complètement une nouvelle géométrie de la salle qui a été faite pour répondre aux nouveaux objectifs, et les silos de Marseille, où vraiment 33 mois de travaux ont amené à une restructuration complète des anciens grands silos à grands pour en faire un projet multifonction. Donc vous le trouverez à la page 295. De tout ce travail d'analyse d'une centaine de projets sur toute la France, on a cru bien vous transmettre des alertes et des préconisations, en sachant que tout projet reste différent et singulier. Mais en tout cas, donc identifier les priorités d'usage, ça, voilà, c'est évident. Les usages compatibles, attention comme disait Sébastien, la notion de simultanéité des usages de différentes salles dans un ensemble polyvalent. Attention à la gestion partagée et identifier la gouvernance depuis le début. Identifier les limites d'usage des espaces, ne pas négliger les éventuelles modifications induites par le projet, par exemple sur les plans local d'urbanisme. On a des exemples même de petites salles comme au Rotonde de Saint-Germain-en-Laye de l'équipe Frico-Rossignol, où les interventions ont été vraiment radicales pour la création d'un plateau avec la fermeture d'un tunnel, la création d'autres routes. Voilà, donc attention, on peut en amont identifier les modifications et donc voir avec les services d'urbanisme concernés pour modifier éventuellement le PLU et d'éviter la non-faisabilité du projet parce qu'on n'y a pas pensé en amont. Échanger avec tous les acteurs du projet, notamment les utilisateurs qui sont franchement ceux que connaissent mieux les besoins. Bien identifier les équipements spécifiques inclus dans le marché de maîtrise d'œuvre, comme je disais depuis le début, parce que ça va changer beaucoup de choses, notamment au niveau du concours et donc des propositions faites. Anticiper les conditions de livraison des équipements spécifiques. On a eu des retours d'expérience où la tribune télescopique ou d'autres équipements acoustiques ne rentraient plus parce qu'en fait les ouvrages, les grosses œuvres étaient terminés. Donc des choses aussi à prendre en compte au niveau de la préparation du chantier. Adapter les études à la taille de la salle, à son contexte socioculturel. Une petite commune n'a pas besoin d'une salle des centaines de millions d'euros. Donc, il faut vraiment faire attention en phase amont où des fois les maîtres d'ouvrage ne se passent directement par les maîtres d'œuvre, ne
ne consultent pas une assistance à maîtrise d'ouvrage, ben attention, voilà, à ces contextes, si on est en zone rurale, les enjeux politiques et territoriaux, voilà, n'est pas faire pour faire, comme disait Sébastien tout à l'heure, finalement récupérer cette notion de valeur de la polyvalence, n'est pas faire une salle où on pense qu'on peut tout faire, en réalité après on peut rien faire parce qu'elle est inappropriée à tout usage. Traiter l'enveloppe financière en coût global. On a vu dans le schéma initial de parallélisme entre les différents acteurs, notamment le maître d'œuvre, les maîtres d'ouvrage et l'assistance à maîtrise d'ouvrage en exécution conseil. Il ne faut pas oublier de mobiliser éventuellement une partie de l'enveloppe budgétaire pour prendre en compte les coûts de fonctionnement après la réalisation et l'entretien maintenance. Rédiger bien le programme, bien évidemment, pour qu'il soit réaliste, faisable, comme disait Sébastien tout à l'heure. Il n'est pas simplement question de surface, coût et délai. Il est question d'un planning réel, faisable, avec tous les aléas et les contraintes techniques que chaque projet demandera. Et bien évidemment, ne pas négliger les locaux complémentaires et mutualisés, notamment les stockages. Souvent, on se retrouve à la fin avec des salles qui sont à moitié utilisables, au moins dans le sens positif du terme, c'est-à-dire qui fonctionnent bien, parce qu'il manque des locaux de stockage ou les locaux d'accueil ne sont pas suffisamment calibrés tant dans les surfaces que dans le volume. Donc la localisation et la quantité aussi en surface de ces locaux. Et bien évidemment, identifier les espaces tampons qui ne sont pas négligeables non plus, tant sur le point de vue acoustique que sur le point de vue fonctionnel et financier. Trop d'espaces tampons peuvent amener à un surcoût, pas assez d'espaces tampons peuvent amener à un projet non fonctionnel et donc difficilement vivable. Voilà. On vous remercie pour l'attention que vous nous avez portée et on termine juste avec un retour d'expérience que Sébastien nous fait en Europe, de façon que voilà, on puisse s'inspirer. Oui, c'est juste une petite note parce qu'on parle de salle polyvalente, mais on pense à salle polyvalente d'un point de vue culturel. C'est l'idée d'avoir une salle polyvalente, mais dans des secteurs qui n'ont pas forcément grand-chose à voir. Et il y a un très bel exemple, c'est le bâtiment King's Place à Londres, qui est situé derrière la gare de Saint-Pancras, si vous arrivez par l'Eurostar, qui est un bâtiment de différents usages, de bureaux par exemple, c'est là où est le journal The Guardian, mais qui est également une salle avec un grand hall qui est utilisé pour la restauration, qui est un endroit où les gens viennent, donc c'est un venue comme on disait tout à l'heure, mais c'est également une salle d'exposition où on vient voir de l'art, et c'est un endroit où on vient écouter de la musique avec une salle de récital au sous-sol. À ce titre, cette salle de récital étant proche des trains de la gare justement est une boîte dans la boîte qui fonctionne merveilleusement bien. Mais c'est un exemple. Donc, je suis conscient que beaucoup de salles polyvalentes en France faisant partie ayant des commanditaires au niveau des mairies, par exemple, font partie de l'argent public. Ici, c'est un exemple de financement mélangé entre privé et public qui peuvent amener à des bâtiments d'un type nouveau, innovants et différents, et qui peuvent donc avoir un attrait différent, sans vouloir me répéter, et avec une utilisation sur toute la journée. Donc King's Place est un bâtiment qui est en utilisation toute la journée, avec l'arrivée des gens qui viennent travailler le matin jusqu'au soir, avec les gens qui viennent se restaurer et écouter de la musique. Voilà. Merci beaucoup. Donc je repasse. Je reprends le micro. Merci beaucoup pour cette présentation à la fois très illustrée et précise. Je vous laisse souffler 2 petites secondes, prendre un verre d'eau, le temps de découvrir les questions.
Donc, n'hésitez pas, vous avez un petit bloc sur la droite de votre écran qui porte le nom de questions, donc vous pouvez commencer à les poser. Alors, nous avons la première qui est plutôt une remarque. Attention à la confusion entre maître d'œuvre et maître d'ouvrage. Le donneur d'ordre est bien le maître d'ouvrage. Il n'y en a pas. Désolée si j'ai donné cette confusion. C'est plutôt en parlant. Je suis conscient et qu'il n'y a pas eu pour moi il n'y a pas de confusion. On sait bien qui c'est le maître d'ouvrage et qui le maître d'œuvre. Donc désolé si j'ai donné cette confusion en parlant. Ça doit être dû à des corrections que j'ai fait en parlant. Cette précision faite, je vais laisser le temps aux participants de poser les dernières questions, mais a priori la présentation a eu l'air d'être tellement précise et tellement claire qu'il n'y a plus du tout de questions. Ou alors tout le monde est parti se précipiter dans la librairie la plus proche pour acquérir l'ouvrage Concevoir et construire une salle polyvalente. Bien, s'il n'y a pas de questions, on va peut-être libérer nos experts. Ah, si, il y en a quand même une. Alors, une sur l'acoustique. Où en est la recherche en termes de basse fréquence ? Merci pour cette question. Il y a deux choses. D'une part, il y a les salles qui sont à usage amplifié, justement. Le gros problème, c'est qu'on a tendance à avoir des salles qui ont un traitement acoustique qui est moyenne et haute fréquence, et qui fait justement défaut de basse fréquence, alors qu'on sait très bien que dans une salle, c'est l'audience qui est la principale source d'absorption, et donc on se retrouve avec beaucoup d'absorption en moyenne et haute fréquence, et très peu en basse. Donc d'une part, quand on construit une salle, c'est de prendre cette considération-là. L'autre point, donc pour revenir à ce qui se passe au niveau de la recherche, c'est effectivement quand on fait des mesures acoustiques d'absorption en basse fréquence, on ne sait pas trop ce qui se passe sous 125 ou derrière ou FR 63 Hz, voire en dessous. Donc la recherche pousse là-dessus. D'un point de vue oralisation, moi je suis particulièrement intéressé justement sur ce qui se passe à ces fréquences-là. Quand on fait une conception de salle, la plupart des outils de modélisation sont basés sur des logiciels de traçage de rayons. Et ces traçages de rayons, donc, on sait très bien que le son ne voyage pas en rayons, mais voyage donc, sous forme d'une onde, et du coup ne considère pas ce qui se passe en basse fréquence. Donc il y a plusieurs universités. Je suis moins au courant par rapport à la France, mais en Grande-Bretagne, venant de rentrer, je sais que par exemple des gens comme l'université d'York font un développement des logiciels par développement d'ondes qui nous permettent d'avoir une meilleure compréhension de ce qui se passe en basse fréquence. Voilà. Alors, après, il y a une autre question qui était posée. Peut-on mélanger la construction d'un hôtel d'une salle polyvalente sur un site tel qu'un parc d'exposition ? Alors déjà, c'est quelque chose, prenons les choses une chose à la fois. Un hôtel et une salle polyvalente. Oui, vous avez l'exemple du centre des congrès à Paris, créé par où toutes les salles événementielles ont été créées par Christian Despaux-Park, et il y a un hôtel et plus un centre commercial. Donc, si on part du postulat dont on a discuté on discute depuis à peu près une heure, oui, c'est-à-dire avec les contraintes nécessaires, contraintes en termes structurels, acoustiques, fonctionnels, des flux. Donc en fait, théoriquement, les deux choses ne sont pas compatibles, mais il faut une étude en amont bien poussée pour justement pouvoir créer les deux équipements qui sont absolument à usage différent dans les bonnes conditions. Après, vous avez une autre question à laquelle je peux vous répondre peut-être par mail.
voilà, Monsieur Roland, je crois. Donc, on a vos coordonnées et on pourra vous répondre. Voilà, ok. Alors, il n'y a pas eu le temps d'aborder tous les sujets du livre. Je me pose la question des espaces extérieurs. Il est interdit de fumer à l'intérieur dans une salle de fête. Les gens se retrouvent dehors pour fumer et discuter. Cela occasionne beaucoup de bruit, souvent le soir, qui dérange les voisinages. Est-ce que cette question a été abordée dans votre livre? Alors, la question des espaces extérieurs, oui. Vous avez tout un chapitre qui parle des espaces intérieurs et des espaces extérieurs. Plutôt en termes d'aménagement, parce que l'espace extérieur font partie autant que les locaux des études en amont. Donc, bien évidemment, on travaille sur l'implantation d'un espace, d'une salle, l'implantation d'un projet, en tenant compte bien évidemment de la possibilité d'accessibilité tant en voiture que piétonne. Donc, les espaces extérieurs, vous les trouverez. Pour ce qui est de la problématique des fumeurs et non-fumeurs, je ne souhaite pas ouvrir quelque chose qui va un peu au-delà des du contexte parce que, bien évidemment, dans un contexte rural, une salle polyvalente qui est utilisée pour une salle de conférence, on arrive, sauf à contrôler les entrées et sorties et à solliciter, je vais être un peu méchante, mais solliciter la courtoisie de l'auditorium. Je ne sais pas quoi vous répondre. C'est vraiment pas une problématique technique, on va dire. C'est plus des questions de mode de vie et de culture. Et donc, pour répondre à votre question, espace fumeur, non fumeur, aujourd'hui, tout ERP, donc tout établissement recevant du public, n'est pas fumeur. Donc, si on reste dans la problématique purement réglementaire technique, ma réponse est non, on l'a pas abordée parce que elle n'est pas dans l'ordre du jour. Donc, c'est un peu une question. Et après, donc il y a une question d'acoustique. Oui, il y a une question d'acoustique sur le bruit. Et alors là, je passe à Sébastien. Il y a vraiment une réglementation qui règle ça, mais qui est surtout liée à la musique amplifiée. Oui, je pense que votre question était également en relation avec les gens qui viennent dans ces salles polyvalentes, qui rentrent, qui sortent à des heures souvent tardives, et souvent pour aller fumer une cigarette. Donc il est bien évidemment très important d'une part de mesurer les conditions de bruit environnemental à la conception du bâtiment. Donc on connaît dès le départ quels sont les niveaux de bruit auxquels le voisinage est habitué. Il y a une réglementation qui dit que le bruit doit être contenu là, de façon à ne pas accroître le bruit existant. Donc ça, c'est bon pour les équipements techniques, mais c'est également vrai pour les usagers de ces bâtiments. Donc il faut prendre ça en compte dès le départ. Il y a une obligation de toute façon de faire une étude acoustique qui montre l'impact du bâtiment sur le voisinage. Donc je pense que c'était peut-être à ça que vous vouliez faire référence avec les fumeurs qui viennent dehors faire du bruit. Très bien. Je pense que nous avons fait... Ah, non. Encore une autre question. Toujours de l'acoustique, temps de réverbération. Donc je vais vous la lire quand même. En dehors du temps de réverbération, qu'est-ce qui change entre l'acoustique pour la musique symphonique et l'opéra? Une salle pour opéra et musique symphonique sera-t-elle aussi polyvalente? Bonjour José Augusto, comment vas-tu? Alors je reprends la question. En dehors du temps de réverbération, qu'est-ce qui change entre l'acoustique pour la musique symphonique et l'opéra? Une salle pour opéra, musique symphonique. Alors, moi je dirais plutôt que il y a tout un tas de paramètres, etc. L'enveloppement, je n'ai pas abordé ça pour le moment aujourd'hui. J'ai voulu rester dans le simple en utilisant le temps de réverbération. Il y a une question de clarté du son, il y a une question d'enveloppement, il y a une question de tous ces paramètres-là. Mais il y a également une grosse question de
géométrique et architectural d'un espace qui, en gros, on est censé quand même reconnaître d'un point de vue architectural une salle de concert et une salle d'opéra. Donc oui, bien sûr, José Augusto, il y a tout un tas de paramètres que j'ai pas abordé aujourd'hui, mais qui sont voilà. Le gros quand même pour le moment, c'est de définir le temps de réparation, au moins dans le cadre d'une salle polyvalente. Voilà, c'était l'objectif aujourd'hui. Alors, il y a une autre question qui est sur alors les blocs néoprène mis en place, dans quel cas les utiliser? Bonjour Fabiana. Il y a une question de néoprène et ressort. Il est question d'accès. Donc, qui dit ressort dit prévoir un espace sous la salle, sous la boîte, pour pouvoir contrôler et changer éventuellement ces ressorts, alors que dans un cadre du néoprène, on est plus censé être dans une salle plus petite, mais enfin tout ça, ça dépend de la fréquence qu'on veut isoler également. Donc ça varie, mais en gros c'est ça les deux points clés. On a beaucoup de questions. La location de salles polyvalentes aux administrés implique-t-elle des obligations et responsabilités particulières sur la conception et l'exploitation? Je passe Sonia. Super, merci Thierry. Alors, donc pour ce qui concerne des obligations, des responsabilités particulières, alors je commence par la fin. Sur la conception, si, parce que bien évidemment on a parlé tout au début des flux. Si les maîtres d'ouvrage savent déjà qu'en fait une partie des salles vont être louées, bien évidemment encore plus on doit tenir compte des flux qui seront à mettre en place. Donc il y a une analyse des flux, des accès, éventuellement des stationnements, des espaces extérieurs à faire. Également sur les limites en fait d'un espace éventuellement loué et d'un espace qui reste plus privatif ou sous vraiment gouvernance de la mairie. Pour ce qui est des réglementations particulières, en fait il y a toujours un contrat qui est fait entre les administrateurs, surtout s'il s'agit d'une collectivité. Donc il y a un contrat en fait entre les administrateurs et la personne morale, surtout c'est des associations qui louent les salles, peut être aussi un particulier. Donc il y a un contrat qui est mis en place et c'est sur ces contrats que sont définies les responsabilités particulières en cas de casse, en cas de dégâts autour. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure des limites de prestations. On peut même faire un plan de cadrage des limites d'utilisation des salles pour location. Pour ce qui est l'exploitation, dans le même cas de figure, c'est tout des choses à réfléchir en amont, de façon que la gestion et l'exploitation de la salle prendre en compte quelles sont les limites des uns et des autres. Donc pour l'exploitation, au moment où on met en location une salle, bien évidemment l'exploitant reste toujours les propriétaires, donc dans le cas d'une commune, la commune, et il y a donc des choses à ajuster à chaque fois au fur et à mesure. Mais c'est des choses qu'on prend depuis le début, vraiment en amont. C'est important de savoir si des salles vont être louées. C'est pour ça que je parlais des gouvernances dans les alertes en fait, donc comprendre la gouvernance. Donc je pense qu'on arrive au terme de ce rendez-vous expert et nous allons atteindre très rapidement leur limite. Donc
je conclus ce dernier rendez-vous expert de l'année 2016. Merci encore une fois à nos deux experts d'être venus partager leur retour d'expérience avec nous. Merci à vous d'avoir suivi ce rendez-vous expert et posé vos questions. Je vous souhaite de joyeuses fêtes et vous donne rendez-vous d'ores et déjà en 2017, en janvier, pour un prochain rendez-vous expert qui portera sur l'accessibilité, le sujet qui revient toujours à un moment ou à un autre. Joyeuses fêtes, au revoir.